tombeaux cyclopéens taillés dans un calcaire blanc éclatant. Les pyramides furent conçues afin de dissimuler les lourds secrets des morts, et ce, pour l'éternité. Durant des milliers d'années, elles suscitèrent de formidables mythes et légendes, mais posèrent aussi de véritables énigmes à la science. Comment ces mausolées hauts de plusieurs centaines de mètres ont-ils pu être construits avec tant de précision? Pourquoi une nation s'est-elle consacrée à offrir de telles demeures à ses morts? Qui étaient les hommes qui ont charrié ces milliards de tonnes de pierres? Aujourd'hui, les pyramides commencent à révéler leurs secrets. Les mythes volent en éclats et la vérité se fait jour. Les pyramides de l'Égypte antique se dressent telles des sentinelles géantes veillant sur le Caire. Construites plus de 2000 ans avant la naissance du Christ, ces géantes de pierre continuent d'intriguer et de passionner les archéologues qui enquêtent sur leurs origines et leurs fonctions. Je crois que si l'Égypte nous fascine autant, c'est parce qu'ils avaient de la pierre à leur disposition et qu'avec ce matériau, ils ont construit les premiers gratte-ciel que l'humanité ait connus. Il me semble qu'on se reconnaît là-dedans. Les bâtisseurs de pyramides n'ont pas laissé de documents expliquant la façon dont ils avaient érigé ces incroyables édifices. Et leur fonction véritable a fini par se perdre dans les divers mythes et légendes élaborés au fil des siècles. Les seuls indices en notre possession sont les pyramides elles-mêmes. Les scientifiques doivent étudier les blocs de pierre pour découvrir comment ces remarquables monuments ont été créés et qui en sont les ingénieux architectes. Ces monuments sont très sophistiqués. La Grande Pyramide, c'est la technologie de pointe de l'Égypte antique. La taille même de ces œuvres est étourdissante. À sa conception, la Grande Pyramide mesure 146 mètres de haut et compte 2 300 000 blocs de pierre dont certains pèsent jusqu'à 15 tonnes. L'ensemble pèse environ 7 millions de tonnes, ce qui équivaut à 700 fois le poids de la Tour Eiffel. Elle a été l'édifice le plus haut du monde durant 38 siècles. En outre, sa conception est d'une précision sidérante. À quelques centimètres près, ses 4 côtés mesurent 230 mètres de long chacun. Il n'y a pas que l'extérieur du bâtiment qui soit extraordinaire. L'intérieur s'organise en un labyrinthe de chambres et de galeries taillées dans une roche parmi les plus dures. La maçonnerie est d'une précision telle qu'il est impossible de glisser une carte de crédit entre 2 blocs. Et tout cela a été construit par un peuple qui ne connaissait pas encore la roue. La précision de l'architecture de la Grande Pyramide me laisse pantois. Les premiers égyptologues ont essayé d'accéder à la vérité avec de la dynamite. Ils sont entrés de force dans les chambres secrètes. Mais peut-être ces méthodes ont-elles entraîné plus de dégâts que de découvertes. La dynamite a pu faire disparaître des indices laissés par les anciens Égyptiens, qui nous auraient éventuellement renseignés sur les pyramides ou sur leur construction. À présent, les archéologues se servent de la technologie la plus avancée pour étudier les merveilles enfouies dans la pierre. Je suis persuadé que la chambre funéraire de ce roi se trouve dans cette pyramide et qu'elle n'a pas encore été découverte. Mais pour d'autres archéologues, la véritable merveille est l'architecture elle-même. Le plus grand mystère des pyramides, ce ne sont pas les chambres secrètes, c'est la façon dont les Égyptiens se sont débrouillés pour les construire avec les moyens à leur disposition. Les anciens Égyptiens ne sont pas devenus experts en pyramides du jour au lendemain. Après des années de tâtonnements et d'erreurs, et après avoir frôlé la catastrophe, ils sont passés de simples constructions de Pizé à la Grande Pyramide de Gizeh. Les premières pyramides ont été bâties sur la rive occidentale du Nil environ 2600 ans avant notre ère. La plus ancienne est la pyramide à degrés située à Saqqara, probablement l'un des plus vieux édifices en pierre de la planète.
D'une hauteur de 62 mètres à sa construction, elle marque un tournant dans l'histoire de l'architecture. Elle ne possédait pas de face lisse, mais s'élevait par degrés ou marches. Les premières véritables pyramides à face lisse furent érigées sous le règne du pharaon Snéfrou. Khéops, son fils, ordonna l'édification de la Grande Pyramide, la première de Gizeh, mais aussi la plus grande. Une série de pyramides plus petites et richement décorées furent ensuite érigées à Saqqara. On s'interroge depuis longtemps sur la façon dont les Égyptiens ont réussi à construire ces gigantesques monuments au regard des moyens rudimentaires dont ils disposaient. Pour commencer, il a fallu faire les levées topographiques des lieux, puis aligner la pyramide correctement. Le site a été choisi avec soin. Les soubassements allaient devoir soutenir des millions de tonnes de calcaire. Puis, les architectes ont dû tracer les lignes de l'édifice pour que les 4 côtés s'alignent sur les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Aujourd'hui, nous utiliserions des boussoles digitales et du matériel de mesure équipé de lasers. Mais les anciens Égyptiens n'avaient rien de tout cela. D'après certains experts, ils se seraient servis des étoiles. En repérant les points précis où se lève et se couche l'étoile polaire, il est possible de trouver le nord. Pour commencer, les architectes érigèrent un mur en demi-cercle en guise de ligne d'horizon. Sur ce mur, ils pouvaient ainsi marquer les points où se levait et se couchait l'étoile polaire. La ligne située entre ces 2 points leur indiquait le nord avec précision. Grâce à ce système rudimentaire, la base de la Grande Pyramide fut dessinée avec une précision impressionnante. À un 20e de degré près, elle est orientée au nord. Ingénieur et spécialiste en pyramides, Robert Bauval a lui-même aligné des bâtiments. Il est stupéfait par l'exactitude des calculs effectués par les anciens Égyptiens. La façon dont ils s'y sont pris me dépasse. Je supervise des chantiers où j'ai des instruments optiques, des grues pour mettre en place les blocs de pierre. Et pourtant, parfois, je n'arrive pas à autant de précision. Après avoir trouvé le nord, les architectes tracèrent une ligne qui forma l'un des 4 côtés de la pyramide. Ils dessinèrent les 3 autres à l'aide de mètres et de cordes. Une fois les contours de la pyramide établis, les ingénieurs firent niveler la surface qui servirait de base à l'édifice. Pour garantir la stabilité de la pyramide, il fallait que sa base soit parfaitement horizontale. Dennis Stokes, un ingénieur britannique, est spécialisé dans les techniques de construction de l'Égypte antique. Ses travaux ont permis d'éclaircir bien des mystères. De nos jours, des niveaux à bulles ou équipés de lasers permettent d'établir le nivellement des fondations. D'après Stokes, les Égyptiens utilisèrent l'eau. Pour que le terrain qui allait accueillir la pyramide soit bien plat, les anciens Égyptiens ont creusé un canal comme celui-ci. Si ce n'est que le leur s'étendait sur environ 230 mètres, la longueur d'un côté de la pyramide. Et ils l'ont rempli d'eau. Et cela faisait office de niveau à bulles. Il suffisait de suivre le niveau de l'eau et l'on pouvait être sûr que la base serait parfaitement horizontale. Stokes est convaincu que ce genre de tranchée a très bien pu être creusé à grande échelle tout autour de la pyramide. Ainsi, les ingénieurs pouvaient s'assurer que la base était plate. Mais pour vérifier que les 2 300 000 blocs de pierre étaient bien stables au fur et à mesure de la construction, les Égyptiens eurent recours à une autre trouvaille ingénieuse. L'outil que j'ai entre les mains s'appelle un niveau à plomb. Il est constitué d'une équerre en bois à laquelle on a ajouté une traverse et un fil à plomb.
Pour le calibrer, il suffit de le placer sur de l'eau et de tracer une ligne juste derrière le fil à plomb. Lorsque vous le testez sur une autre surface, si le fil à plomb coïncide avec la marque, vous avez alors la certitude que cette surface est véritablement plane. Une fois les plans dessinés et le site nivelé, la construction pouvait commencer. Pour cela, les Égyptiens avaient besoin de pierres par millions de tonnes. Mais comment en extraire de telles quantités sans dynamite, ni marteau-piqueur, ni même d'outils en fer? En 500 ans, sous l'Ancien Empire, 18 pyramides importantes furent achevées. Elles représentent 10 millions de mètres cubes de roche. De la roche qui devait être extraite des carrières, taillée, puis transportée jusqu'au chantier. Même pour les entreprises du bâtiment actuel qui profitent des avantages offerts des nouvelles technologies, ce travail serait titanesque. Et pourtant, les anciens Égyptiens ont réalisé ces travaux à l'aide des outils les plus rudimentaires. Denis Stocks se rend aux carrières de Toura, près du Caire, d'où provient une partie importante du calcaire de grande qualité utilisé pour les pyramides. Il est persuadé que les Égyptiens taillaient la pierre à l'aide d'un métal mou. Le cuivre. Stocks a fabriqué un burin en cuivre inspiré de ceux déterrés par les fouilles archéologiques. En maniant ces outils, j'ai l'impression de me mettre dans la peau d'un ouvrier de l'Égypte antique et de partager ses sensations. Mais le cuivre est un métal mou qui se tord et s'émousse facilement. Comment pouvait-on s'en servir pour tailler dans le calcaire? Ces outils sont les premiers utilisés par les artisans de l'ancien temps. Ceci est un maillet, avec lequel on frappe sur cet autre outil en cuivre qui a la forme d'un burin. Le procédé est le suivant. Vous apposez la pointe du burin sur la pierre, selon un certain angle, puis vous donnez des coups assez puissants sur le burin avec le maillet, et vous verrez que de gros morceaux de pierre se détachent. Voilà pour le gros œuvre. Mais nous avons aussi un burin en cuivre, conçu pour le travail exigeant plus de finesse, et qui enlève moins de matière, mais qui permet d'obtenir plus facilement une surface totalement plane. Les recherches de Stocks montrent qu'il est possible de tailler des blocs de calcaire à l'aide de burins en cuivre. Et pour ce qui est du cuivre, les Égyptiens ont été particulièrement chanceux. Des analyses chimiques poussées d'anciens outils démontrent que le cuivre égyptien n'est pas pur. Il contient des traces infimes d'arsenic. Par chance, cette impureté favorise l'alliage des cristaux de cuivre qui rend l'ensemble plus résistant que le cuivre pur. Ce coup du sort permit aux tailleurs de pierres égyptiens d'extraire les 2 300 000 blocs de calcaire nécessaires à la construction de la Grande Pyramide. Les pyramides sont faites en grande partie de roches tendres telles que le calcaire. Mais les Égyptiens ont également eu recours à de la pierre beaucoup plus dure. Le granit. Ils se servirent de cette pierre résistante à la couleur magnifique pour les sections les plus importantes de leur édifice, comme la chambre du roi dans la Grande Pyramide. Les burins de cuivre n'ont absolument aucun effet sur ce genre de pierre. Les équipements d'extraction que nous connaissons aujourd'hui peuvent s'attaquer au granit, mais à l'époque, on ne savait même pas encore forger le fer. Durant des décennies, les archéologues se sont interrogés en vain sur la façon dont ces blocs de granit de plusieurs tonnes avaient pu être taillés. Aujourd'hui, l'archéologie expérimentale commence à lever le voile sur ce mystère. Denis Stocks pense détenir une explication. D'après lui, les Égyptiens utilisaient des scies en cuivre. Mais pas des scies ordinaires, puisqu'elles n'avaient pas de dents.
Cette plaque que nous avons ici est du granit. Et pour le tailler, il vous faut un outil bien particulier, à savoir une scie en cuivre. Par contre, elle n'a pas de dents. Vous allez me demander, alors qu'est-ce qui va permettre d'entailler la pierre? Eh bien, c'est le sable. Les cristaux de quartz contenus dans le sable vont s'incruster dans le cuivre. Et parce que la scie déplace ces cristaux dans un mouvement de va-et-vient, ceux-ci vont finir par entamer la pierre et lentement permettre de la tailler. Les cristaux de quartz du sable sont si durs que petit à petit, ils peuvent entailler le granit. Mais avec ces scies, les anciens Égyptiens ne pouvaient pas tailler plus que 30 cm3 de granit par heure. Il leur fallut donc 4 mois pour fabriquer le sarcophage situé à l'intérieur de la Grande Pyramide. Le cuivre mou aiguisé par l'arsenic et le sable leur permit de tailler d'énormes quantités de pierres. Il fallait ensuite assembler ces blocs en un monument qui pourrait passer l'épreuve du temps. Mais pour quelles raisons les Égyptiens ont-ils décidé de construire une pyramide? Pourquoi ont-ils choisi cette forme devenue si symbolique? En fait, ils cherchaient une forme stable. Comme pour un amas de gravier, la pyramide est soutenue par une large base et un centre de gravité bas. Plus des 2/3 du poids sont situés dans le premier tiers de sa hauteur. Mais ce choix n'est pas qu'une question technique. Il fut également dicté par leurs croyances. Lorsque les gens veulent construire en hauteur tout en conservant une certaine stabilité, la forme du tumulus est ce qu'il y a de plus stable. Mais bien sûr, tout cela est très chargé en symboles. Le choix de la pyramide a probablement plusieurs explications mystiques. L'une d'elles s'intéresse au culte voué à une pierre sacrée appelée pierre Benben. Personne ne sait exactement d'où vient ce rocher légendaire. De l'avis de certains, il s'agirait d'une météorite. Bien que disparue depuis longtemps, la pierre Benben a servi de modèle au pyramidion qui vient coiffer le sommet de l'édifice. Serait-ce la raison pour laquelle les pyramides ont cette forme? Mais étant donné que le soleil joue un rôle primordial dans la religion égyptienne, il existe une autre possibilité. Peut-être le soleil est-il lui-même la clé de l'énigme. La pyramide peut être envisagée comme une représentation d'un rayon de soleil descendant des cieux. Lorsque le soleil apparaît entre les nuages, ces rayons rappellent parfois la forme d'une pyramide. Cette hypothèse semble donc envisageable. Mais peut-être la pureté de cette forme géométrique plaisait-elle tout simplement aux Égyptiens. L'ironie est que les faces de la première pyramide, dite à degrés, n'étaient pas lisses. Cette dernière se compose de 6 couches superposées. Le pharaon Snéfrou fit ériger la première véritable pyramide à face lisse 60 ans après la pyramide à degrés. Ce concept était d'une nouveauté radicale et le succès de sa réalisation allait reposer sur un problème technique. Quel degré d'inclinaison choisir? Plus il est élevé, plus la pyramide est haute et lourde. Si elle est trop pentue, les fondations risquent de céder sous le poids. Les architectes de Snéfrou choisirent un angle de 55 degrés. Tout allait bien jusqu'à ce qu'arrivés à la moitié des travaux, des fissures apparaissent dans les chambres situées au cœur de la pyramide. D'après une étude des architectes italiens Maraggiolio et Rinaldi, les pyramides sont construites sur un sol d'argile meuble et schisteux, et seuls les bords reposent sur des fondations de roches dures. Lorsque la pyramide atteignit une hauteur critique, le sol s'affaissa. Les architectes durent trouver un moyen pour éviter que le bâtiment ne s'effondre. On stoppa les travaux. Finalement, la solution spectaculaire à laquelle ils aboutirent changea totalement le mode de construction.
les architectes réduisirent l'angle de 55 à 43 degrés. En conséquence, la pyramide rapetissa de 30 mètres et s'allégea de 400 000 tonnes. Cette erreur de calcul provoqua probablement la colère du pharaon, mais la solution était la bonne. 4500 ans plus tard, celle que l'on surnomme la pyramide penchée est toujours debout, malgré cette forme un peu particulière. Les grandes pyramides ne seraient plus aussi pentues. Pour la pyramide suivante, les architectes de Snéfrou prirent beaucoup plus de précautions. Ils choisirent un angle d'environ 43 degrés pour la pyramide rouge. C'est la plus petite de toutes les pyramides d'Égypte. Et on peut encore l'admirer aujourd'hui. C'est également la plus vieille des véritables pyramides à face lisse encore debout. Après cette prouesse, les architectes gagnèrent en confiance. Les pentes de leur construction furent de plus en plus raides, l'inclinaison la plus impressionnante étant celle de la Grande Pyramide. La pente monte à un peu moins de 52 degrés, portant le sommet à 146 mètres. Mais comment ont-ils pu hisser des blocs de pierre de 2,5 tonnes à une telle hauteur sans grue ni palan? Ce défi relevé par les anciens Égyptiens reste un mystère pour les archéologues contemporains. L'égyptologue Mark Lehner a passé 30 ans à étudier les pyramides. J'ai abordé le problème par ces questions. Où sont les carrières? Et quels étaient le type de rampe le plus pratique pour relier la carrière à la pyramide? Lehner, comme la plupart des égyptologues, pense qu'une sorte de rampe a été utilisée pour monter progressivement les blocs de pierre. On ignore encore de quel type de rampe il s'agissait. Ont-ils approché la pyramide de face? En zigzag? Ou ont-ils tourné autour d'elle? Cette question n'est pas encore totalement résolue. Et vous savez, j'ai émis des hypothèses en me basant sur le relief du paysage. Mais bon, ce ne sont que des déductions. Les rampes ayant été démantelées une fois la pyramide achevée, il ne reste que des fragments de preuves aux archéologues. La seule certitude est que ce sont les rampes et les muscles des ouvriers qui ont permis de hisser ces blocs de pierre jusqu'au sommet. Mais les maîtres d'œuvre devaient résoudre un problème supplémentaire. Les blocs de pierre devaient pouvoir s'assembler les uns avec les autres. Il est surprenant de constater que dans un bâtiment à la construction si précise, une majorité des pierres intérieures ne sont que grossièrement taillées. Les interstices ont été comblés avec des gravats et du mortier. Les espaces entre les blocs sont pleins d'éclats de calcaire mélangés à de grosses quantités de mortier, créant un équivalent de notre béton. À l'inverse, toutes les pierres visibles sont taillées avec une précision incroyable. Dans la Grande Pyramide, les blocs formant la chambre funéraire sont assemblés au millimètre près. Pour cela, il a fallu s'assurer que leur surface était parfaitement plate. Ce travail minutieux a été réalisé grâce au plus simple des instruments. Nous allons utiliser ces petits bouts de bois et cette ficelle pour vérifier que la surface est bien plate. On prend donc un troisième bout de bois de la même taille que les deux autres qui sont reliés par la ficelle. Il suffit ensuite de faire passer le bout de bois sous la ficelle bien tendue. Ici, il y a une aspérité. À l'époque, on indiquait l'endroit avec de l'ocre rouge pour que l'ouvrier sache où il devait retailler la pierre après avoir tout vérifié. Les tailleurs de pierre utilisaient donc ce procédé pour repérer les imperfections qu'ils marquaient ensuite d'un point rouge. Voici deux autres outils, du silex pour gratter et du grès pour effacer. Il n'y a plus qu'à gratter les aspérités. En frottant, vous faites disparaître la marque et les défauts de la surface. Cette même technique a été utilisée durant la phase finale de la construction. Un revêtement de pierre parfaitement lisse a été conçu pour les blocs taillés grossièrement. Pour cela, un calcaire blanc de la meilleure qualité a été utilisé puis acheminé jusqu'au chantier par bateau.
La surface polie recouvrant la pyramide devait briller de mille feux sous le soleil égyptien. Les pyramides et leurs revêtements de calcaire étaient sûrement d'une blancheur éblouissante, un peu comme la neige qui vient de tomber. Pour que l'effet soit totalement réussi, les plaques de calcaire devaient être parfaitement agencées. Une fois l'ouvrage achevé, la grande pyramide de Gizeh était recouverte de milliers de ces plaques. Malheureusement, elles ont disparu depuis longtemps, récupérées pour construire les mosquées et les palais du Caire. Mais certaines sont encore visibles au sommet de la pyramide de Képhren. Malgré l'habileté des Égyptiens et les outils à leur disposition, bâtir des pyramides n'en était pas moins une entreprise de très grande ampleur qui nécessitait des millions d'heures de travail manuel. On a cru pendant bien longtemps que les pyramides avaient été construites par des armées d'esclaves. Cette affirmation est fausse. Les découvertes faites en archéologie funéraire permettent de tracer le profil de ceux qui ont véritablement construit les pyramides. La construction d'une pyramide était un énorme projet nécessitant une main-d'œuvre considérable. D'anciens récits parlent de 100 000 hommes travaillant à l'édification de la grande pyramide sur une période de 20 ans. Les experts contemporains estiment que le nombre d'ouvriers s'élevait plutôt à 25 000. Réalisés sous le règne de Khéops, les travaux ont duré 23 ans, ce qui représente plus de 250 millions d'heures de travail. L'Égypte antique était riche, mais pour mettre en œuvre un projet aussi titanesque, il a fallu faire venir des matériaux des quatre coins du pays. Les gigantesques blocs de granit en provenance des carrières d'Assouan descendaient le Nil sur près de 900 km. Maintenir le rythme de construction représentait un véritable cauchemar logistique qui donnerait des sueurs froides aux entrepreneurs contemporains les plus expérimentés. L'ingénieur Craig Smith a supervisé beaucoup de chantiers durant sa carrière et s'est penché sur l'organisation nécessaire à la construction d'une pyramide. À l'époque, pas de téléphone ni d'ordinateur portable, pas d'agendas électroniques, et il fallait faire en sorte que des matériaux arrivent au bon endroit, au bon moment, par millions de tonnes. Les modes de communication se limitaient aux papyrus et aux messagers à pied. Et malgré tout, ils arrivaient à orchestrer le travail de milliers d'ouvriers et à gérer des tonnes de matériaux bruts. Un bâtisseur de pyramides contemporain profiterait de la technologie actuelle. Alors que les Égyptiens se fiaient aux étoiles pour aligner leurs pyramides, nous utiliserions des lasers. Alors que les Égyptiens se contentaient de rampes pour déplacer les blocs de pierre, nous aurions recours à des grues télescopiques. Aujourd'hui, des véhicules motorisés transportent les matériaux de construction jusqu'au chantier. Les Égyptiens n'avaient à leur disposition que la force de leurs bras et de petites embarcations. Craig Smith a calculé combien coûterait la construction d'une pyramide de nos jours. Pour une pyramide entièrement faite en calcaire, il faudrait dépenser environ 3,5 milliards d'euros et la construction prendrait autour de 4 ans. 4 années semblent courtes comparées aux 23 nécessaires à la construction de la grande pyramide à l'époque. Mais il ne faut pas sous-estimer l'envergure de l'exploit. Les artisans égyptiens ont installé 270 blocs par jour au rythme d'un bloc toutes les 2 minutes et ce, durant 23 ans. De plus, la pyramide était construite pour durer l'éternité. Depuis, nous n'avons rien bâti de cette taille qui soit susceptible d'être encore debout dans 4500 ans. La grande pyramide à elle seule est un triomphe de l'ingéniosité humaine, mais ce qui est incroyable, c'est que les Égyptiens en ont construit plus d'une centaine d'autres. L'ère des bâtisseurs de pyramides a duré 5 siècles et ces monuments comptent parmi les plus grandioses du monde. Ces pyramides portent le nom des pharaons qui les ont commandées. Mais l'identité de ceux qui les ont construites est longtemps demeurée mystérieuse, jusqu'à aujourd'hui. De l'avis général, le pharaon n'aurait jamais forcé son propre peuple à passer tant d'années à la construction des pyramides.
On a longtemps pensé qu'elles avaient été édifiées par des esclaves, des Israélites entre autres. Mais sans preuve archéologique, personne ne pouvait en être sûr. Depuis quelques années, les archéologues entreprennent des fouilles autour des pyramides de Gizeh. Leurs découvertes ont révolutionné les théories concernant les ouvriers bâtisseurs de pyramides. Le docteur Zahi Hawass a découvert les tombes de ces ouvriers. Ce dernier a été surpris d'en constater l'aspect étonnamment recherché. Elles ne ressemblent pas aux fosses réservées aux esclaves. Si les gens qui ont construit les pyramides avaient été des esclaves, ils n'auraient jamais été enterrés aussi près d'elles. Leurs tombes n'auraient jamais été préparées pour l'au-delà comme celles des rois et des reines. Grâce au travail du docteur Hawass, nous pouvons enfin envisager la construction des pyramides du point de vue des ouvriers. Avant notre découverte, on savait beaucoup de choses sur les rois et les reines, mais on ignorait tout des gens qui étaient sur les chantiers. Qui étaient ces ouvriers? Un nouveau type d'étude nous apporte la réponse. L'archéologie funéraire appliquée à l'égyptologie. L'égyptologue Rosalie David travaille avec des biologistes et des artistes qui reconstituent la vie des hommes à l'origine des pyramides. Les scanners tomographiques et les images de synthèse peuvent recréer un visage à partir d'un crâne momifié. Voici le visage d'un Égyptien ayant vécu, il y a de cela, des milliers d'années. Grâce à ce système, on peut imaginer le caractère de la personne. Ce n'est plus une momie toute desséchée ou juste un squelette, mais un être de chair, avec des yeux, des cheveux. Vous avez devant vous une personne qui pourrait être vivante aujourd'hui. Les analyses médico-légales des ossements fournissent des preuves convaincantes que les ouvriers des pyramides n'étaient pas des esclaves étrangers. L'idée que les pyramides ont été construites par des esclaves est totalement fausse. Nous en avons désormais les preuves archéologiques. Toutes les études faites sur les squelettes démontrent que ces travailleurs étaient égyptiens et non pas étrangers. Ces ossements portent également les traces évidentes de soins médicaux. Des fractures ont été réduites et des marques sur un crâne montrent même des tentatives de neurochirurgie. Des esclaves étrangers n'auraient jamais eu droit à de tels traitements. Mais où était logée toute cette main-d'œuvre? D'après Mark Lehner, la ville des ouvriers devait se situer non loin du plateau de Gizeh. Si 20 000 personnes, pour ne pas dire 30 000, se trouvaient sur place, alors en 3000 avant Jésus-Christ, cette ville était la plus importante du monde. Après, il fallait savoir où elle se situait et où se trouvaient les infrastructures. La découverte capitale de Lehner fut un site au sud-est des pyramides, non loin des tombes des ouvriers. Partout où on creusait, on trouvait d'importants restes de murs de pisé, qui prouvaient que les lieux étaient habités. Le plan de cette ville longtemps ensevelie nous en apprend de plus en plus sur la vie des bâtisseurs de pyramides. L'empreinte de cette cité perdue nous informe sur l'organisation de leur société au début de l'ère des pyramides. Nourrir les ouvriers était un véritable défi et l'équipe de Lehner a déterré des preuves que les travailleurs ne manquaient pas de nourriture. D'après les restes retrouvés sur le site des fouilles, on les servait généreusement en bière, viande et poissons. Ils étaient très bien organisés et on les nourrissait bien. Puisqu'ils étaient très importants, ils recevaient beaucoup d'attention. Mais il semblerait que les cadres moyens étaient mieux traités encore. Ils mangeaient beaucoup de viande, du mouton, des chèvres et surtout de la viande bovine. Ils se nourrissaient bien, mais on a constaté que certains mangeaient mieux que d'autres. Pour Mark Lehner, ces artisans et les maîtres d'œuvre vivaient sur place. Mais ceux qui déplaçaient les blocs étaient des villageois qui venaient travailler là quelques mois, voire quelques années. Pour ces ouvriers, la construction des pyramides faisait office de service militaire. Cette armée mobilisait des hommes de tout le pays, non pas pour aller au combat, mais pour construire. Ce qui me fascine à propos des pyramides, ce n'est pas tant le roi ni le petit ouvrier, mais plutôt le degré d'organisation qu'il a fallu entre tous ces gens pour réaliser quelque chose comme la grande pyramide de Khéops.
Mais qu'est-ce qui a poussé les anciens Égyptiens à investir tant d'énergie et une telle main-d'œuvre dans la construction des pyramides? Pourquoi des hommes vivant à l'autre bout du pays ont-ils été appelés pour travailler sur ce chantier? Ces questions hantent tous les archéologues qui cherchent à résoudre le troisième grand mystère des pyramides. À quoi servaient-elles? Au Moyen-Âge, on pensait que les pyramides étaient les gigantesques greniers de Joseph, décrits par la Bible. Mais la plupart des égyptologues contemporains s'accordent pour dire qu'elles sont les tombes des pharaons. Les tombeaux les plus grands et les plus spectaculaires jamais construits. Après des siècles de pillage, aucune dépouille de pharaon n'a jamais été découverte dans une pyramide. Et aucune momie n'a jamais été trouvée dans la soi-disant chambre funéraire de la grande pyramide de Khéops. Le docteur Hawass est cependant convaincu qu'il existe suffisamment de preuves écrites pour démontrer que les pyramides servaient de tombeaux aux pharaons. Il existe de nombreuses preuves et beaucoup de textes qui nous expliquent qu'il s'agit bien de tombeaux destinés aux pharaons. Mais ce genre de tombe représentait davantage qu'un simple caveau où faire reposer une dépouille. Caché à l'intérieur de certaines pyramides, il existe la preuve qu'on leur attribuait une autre fonction, celle-ci plus magique. Ces mausolées étaient considérés comme des portes vers les étoiles. Les anciens Égyptiens investissaient tout dans la construction des pyramides, les plus grands monuments de pierre de la planète. On pense qu'elles servaient de tombeaux, mais on a toujours ignoré quel était leur rôle véritable aux yeux des pharaons et des Égyptiens. Ces géants silencieux ont gardé leur secret pendant des siècles jusqu'à une découverte faite par le plus grand des hasards. En 1879, un ouvrier passa au lever du jour près de ce qui allait être appelé la pyramide de Saqqara lorsqu'il aperçut un chacal. L'animal semblait vouloir jouer avec l'ouvrier, comme s'il cherchait à se faire courser. L'ouvrier le suivit jusqu'à un trou à côté de la pyramide. À sa grande surprise, il se retrouva dans une chambre. Et en levant sa lanterne, il constata que les murs étaient couverts de hiéroglyphes. Ces écrits sacrés étaient restés inconnus durant des milliers d'années. Jim Allen est un expert mondialement renommé en matière de hiéroglyphes. D'après lui, ils peuvent nous apporter un éclairage unique sur les intentions des bâtisseurs de pyramides. Ce sont les textes religieux les plus anciens connus en Égypte, ce qui les place parmi les plus vieux textes religieux du monde. Ces textes ne révèlent rien sur les méthodes de construction, mais ils expliquent à quoi servaient véritablement les pyramides. Elles ne faisaient pas que recevoir la dépouille des pharaons, elles étaient aussi conçues comme de gigantesques machines à transformer des hommes en dieux. La pyramide est pareille à un engin cosmique. Sa fonction est de transformer le cadavre qui y repose en un esprit vivant. Lorsque le roi mourait, les anciens Égyptiens pensaient que l'Égypte et l'existence elle-même couraient un danger mortel. Même après la mort, le dirigeant devait protéger son pays de la sécheresse, de la famine et du chaos. La momie du pharaon était transportée dans son tombeau gigantesque avec de la nourriture, des vêtements, des bijoux et des joyaux. Tout ce dont il aurait besoin dans l'au-delà parmi les étoiles. Salima Ikram a étudié les croyances des anciens Égyptiens concernant la vie après la mort. En gros, cela ressemble beaucoup à la vie, mais en mieux. Et ce que vous vouliez dans cette vie, si vous avez réussi à le mettre dans la tombe, vous pourrez en profiter après votre mort. Les textes des pyramides rendent compte des rituels célébrés autour du corps momifié du pharaon. Pour s'assurer qu'il survivrait au voyage vers la vie après la mort, il prononçait des incantations et des prières censées le protéger.
Quand on parle de magie, on a tendance à penser à la formule abracadabra, aux magiciens, aux sorcières. Pour les anciens Égyptiens, la magie faisait partie de l'univers. Pour les Égyptiens, c'était la science de la survie. Pas de jargon empreint de superstition chez les anciens Égyptiens. Tout a un sens, tout a un but. Une fois les rituels terminés, l'entrée de la pyramide était scellée, avec un peu de chance, pour l'éternité. Le pharaon pouvait ensuite entamer son voyage vers la vie après la mort afin de renaître sous la forme d'une étoile éternelle. Mais Robert Bauval, qui a beaucoup écrit sur les pyramides, estime qu'il existe un autre lien entre les étoiles et les pyramides. Il s'intéresse depuis des années au lien entre la religion égyptienne et l'astronomie. Tout a commencé avec la photo d'une vue aérienne des pyramides de Gizeh. Bauval y détecta un schéma particulier. J'observais des monuments qui avaient été érigés selon un plan bien précis. Il y avait deux grosses pyramides qui se suivaient en diagonale, mais ce qui m'intriguait, ce qui m'a vraiment fait réagir, c'était la petite pyramide à l'écart de cette diagonale. Cette fausse diagonale lui rappelait les étoiles de la ceinture d'Orion. Elle comprend 2 étoiles brillantes et une 3e plus terne à l'écart. La taille et la position des 3 pyramides de Gizeh semblent rappeler celle des 3 étoiles. Pour certains égyptologues, la théorie de Bauval n'est qu'une coïncidence. Si vous observez les étoiles de la constellation d'Orion, vous verrez qu'elles ne correspondent pas du tout à l'ancien royaume des pyramides. Seul un ordinateur pourrait peut-être trouver des correspondances. Le docteur Hawass affirme que la plupart des autres étoiles de la constellation d'Orion ne correspondent pas au dessin tracé par les pyramides au sol. Mais pour Robert Bauval, le lien est la preuve évidente qu'il existe un schéma directeur qui explique la disposition des pyramides. On ne peut pas nier le fait qu'il y a 3 étoiles qui ressemblent au dessin des pyramides. 2 grandes et une petite en retrait. 2 grandes pyramides et une plus petite en retrait. Voilà les faits. Ce sont les faits. Cependant, nous ignorons s'il s'agit ou non d'une coïncidence. D'après Bauval, une preuve supplémentaire résidant dans le schéma général de la pyramide vient étayer sa théorie. Il existe 4 conduits étroits à l'intérieur de la pyramide. De 20 cm de large, ils partent des chambres du roi et de la reine et traversent plus de 60 mètres de roche pour remonter vers la surface. Ils ont été taillés dans la pierre au fur et à mesure de la construction de la pyramide. Ces tuyaux de pierre sont peut-être la clé des derniers mystères des pyramides. Au départ, les scientifiques pensaient qu'ils servaient de conduits d'aération, apportant de l'air frais aux ouvriers qui travaillaient à l'intérieur. Toutefois, pour Bauval, ces conduits sont beaucoup plus importants. En étudiant leur orientation, il eut l'impression de déchiffrer un code secret, un code incrusté dans la structure même de la pyramide. C'était très excitant de me dire que j'étais en train d'écouter le langage silencieux de la pyramide. Bauval est persuadé que chacun des 4 conduits qui traversent la grande pyramide de part en part est orienté dans la direction d'une étoile importante. En outre, chacune de ces étoiles est capitale dans la religion des anciens Égyptiens. Un des conduits pointe en direction du sud vers Sirius, le double de la déesse Isis, tandis que l'autre pointe Al-Nitak, l'une des étoiles de la ceinture d'Orion. Cette constellation était l'équivalent céleste d'Osiris, le dieu de la mort et de la résurrection. Les conduits des étoiles sont peut-être orientés ainsi pour aider l'esprit du pharaon à rejoindre le firmament et le dieu Osiris afin de devenir une étoile à ses côtés. Pour Bauval, cette révélation a eu le même effet que de résoudre une vieille énigme.
Si vous voulez, c'est comme une sorte de langage. Je l'appelle de l'astroglyphe. La pyramide s'exprime à travers son architecture et sa symbolique astronomique. Bien que la théorie de Bauval soit totalement rejetée par les égyptologues, d'autres rumeurs courent à propos de ces conduits. Le docteur Hawass pense qu'il mène à des trésors enfouis au cœur de la pyramide. Si j'ai raison, ce sera la découverte capitale pour l'égyptologie. L'intérieur de la grande pyramide de Gizeh est fait d'un entrelac de conduits et de chambres. Les scientifiques ont déjà découvert 3 chambres funéraires potentielles reliées par des galeries, dont la superbe Grande Galerie. Mais depuis quelques années, les recherches se concentrent sur les 4 mystérieux conduits rejoignant la surface à partir des chambres du roi et de la reine. Des chambres secrètes aux liens astrologiques. Les spéculations vont bon train. Dans les années 80, une équipe de chercheurs français a étudié la structure de la Grande Pyramide en effectuant des levées microgravimétriques qui détectent les variations de densité des objets. Leur étude a permis de repérer plusieurs de ces variations, ce qui suggère l'existence de chambres cachées vers le sommet de la pyramide. En 1993, le docteur Zahi Hawass travailla avec une équipe allemande spécialisée en robotique pour explorer les conduits de la chambre de la reine. Leur découverte bouleversa le monde de l'égyptologie. Au bout de 60 mètres exactement, le robot a été stoppé par une porte avec 2 poignées en cuivre. Le conduit sud était fermé par une plaque épaisse de calcaire qui empêchait le robot de poursuivre son exploration. En 2002, une autre équipe a envoyé un autre robot plus sophistiqué. Il était équipé d'une perceuse conçue pour perforer le calcaire. Grâce aux techniques de détection à distance servant aussi à retrouver les survivants après un tremblement de terre, on savait que la plaque ne faisait que 7,5 cm d'épaisseur. Le robot remonta le conduit et perça un trou d'une taille suffisante pour qu'une petite caméra puisse passer à travers. Ce que la caméra révéla était totalement inattendu. La première porte était suivie d'une deuxième. Pour certains, la déception fut grande. Mais pour le docteur Hawass, cela représentait tout de même une belle découverte. Nous ne sommes pas après Ali Baba et les 40 voleurs. Nous faisons de l'archéologie et tout ce que nous découvrons dans la pyramide doit être considéré comme une découverte importante. La partie cachée derrière cette deuxième porte n'a pas été vue depuis 4500 ans. Le docteur Hawass pense qu'une chambre secrète se trouve peut-être derrière la porte. Il est prêt à retourner dans la Grande Pyramide et croit qu'il pourrait y faire une découverte archéologique sans précédent. Je continue de penser que la chambre funéraire de Khéops est cachée dans la pyramide. Nous allons passer la première porte, puis la deuxième, pour voir quel mystère se trouve derrière. Si le docteur Hawass venait à trouver la tombe, ce serait la plus grande découverte jamais faite, plus grande encore que celle de la tombe de Toutankhamon. L'ultime mystère des pyramides est peut-être là. La dernière demeure de Khéops, le plus grand des pharaons. Dissimulé depuis le jour où la pyramide, enfin achevée, se mit à briller de 1000 feux sous le soleil du désert. La Grande Pyramide est la seule des 7 merveilles du monde encore debout. Son revêtement lisse a disparu depuis longtemps et elle a rapetissé d'environ 10 mètres depuis sa construction. Mais même à ce rythme, il lui faudra peut-être encore 65 000 ans avant de disparaître du paysage. Les pyramides témoignent du talent extraordinaire des hommes qui les ont bâties. Elles se situent au-delà de l'histoire même et comptent parmi les plus incroyables réussites de l'humanité.
Contre toute attente, elles sont encore debout après des milliers d'années et claironnent leur immortalité. Comme le dit un vieux proverbe arabe, l'homme craint le temps, mais le temps craint les pyramides.